d'Algérie. Juste pour vous rappeler que cette conférence s'inscrit dans un cadre plus large lié à l'exposition actuellement en cours aux archives municipales de Saint-Étienne consacrée à la guerre d'Algérie et à ses répercussions sur le territoire stéphanois et plus largement dans la Loire. Exposition que les archives municipales ont construite avec nos amis du mémorial ici présents et les archives départementales également représentées. C'est une exposition qui se tient jusqu'au 17 juin. Je crois que certains sont déjà venus la voir, mais si vous n'avez pas encore eu l'occasion, je vous invite à venir. Et cette exposition s'attache à étudier la guerre d'Algérie, mais essentiellement à travers ses conséquences sur le territoire, sur notre territoire, donc de Saint-Étienne et de la Loire, et de s'intéresser également aux mémoires diverses que ce conflit a pu laisser à travers les différents acteurs et descendants de ce conflit-là. Je ne vais pas beaucoup plus loin en introduction, parce que je pense qu'on est surtout venu pour écouter ce qui se passe. C'est important. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, avant tout, je voudrais vous remercier d'être venus. Je m'appelle Stanislas Ronchier. C'est un grand plaisir de vous parler de mes recherches et de mon travail. Donc ici, je vais passer quelques flyers sur mon ouvrage. Je vais vous faire passer un exemplaire. J'en ai qu'un. Si vous pouvez, donc voilà, c'est mon ouvrage qui est publié à Artois Presse Université. Donc c'est... voilà, mais si vous voulez le feuilleter, etc. C'est 15 ans de travail, donc je suis très ému en fait de revenir ici à Saint-Étienne pour vous parler initialement d'une thèse de doctorat consacrée à l'histoire des footballeurs professionnels algériens en France, des années 1930 à nos jours. Donc c'est 15 ans de travail, ça m'a amené à aller en Algérie, à aller en France, et à scruter, à essayer de retrouver, déjà d'identifier tous les footballeurs professionnels algériens, passer par les clubs français de première et de seconde division, essayer déjà de les identifier, de faire une liste, et ensuite d'aller les retrouver. Donc ça m'a amené à me déplacer donc dans toute la France, retrouver des personnes que je ne connaissais pas, toutes générations confondues, et aussi en Algérie. Donc que j'ai sillonné à Alger, plus de 20 entretiens, Oran, Mohamedia, Constantine, Sétif, Tiaret, donc voilà, Saïda, donc voilà, j'ai été retrouver des anciens footballeurs et ça a été initialement une thèse de doctorat. Donc moi je faisais mes études à la faculté des sports, au STAPS. Ici il y a un STAPS, une faculté des sports à Saint-Étienne. Moi j'ai fait ce travail à Orsay, c'est-à-dire Paris Sud, au sud de Paris. Et aujourd'hui, j'ai été recruté, donc je suis enseignant historien du sport, au STAPS, dans le nord de la France, chez les Ch'tis. Donc je ne sais pas si vous connaissez Liévin. Pour celles et ceux qui aiment l'athlétisme, il y a un grand meeting d'athlétisme à Liévin. Et en fait, en revenant à Saint-Étienne, je le dis vraiment sincèrement, je retrouve cette mentalité qu'on retrouve aussi dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, ce sens de l'accueil aussi, cette solidarité, l'hospitalité, et puis c'est aussi une terre de travail. Et donc voilà, donc maintenant je suis dans le nord de la France, et c'est un grand plaisir donc, que j'ai. Donc voilà, excusez-moi, le diaporama, j'aurais aimé qu'il défile en fait automatiquement, mais c'est Pierre-Régis Dupuis qui va faire passer quelques images, et je voudrais remercier le Musée des Verts, les archives municipales de Saint-Étienne pour votre accueil et l'organisation de cette belle conférence que je veux la plus interactive possible. Donc, je vais vous faire un petit résumé rapidement en fait, de mon travail, et puis après je parlerai un petit peu de Rachid Melkoufi, puis peut-être aussi d'autres joueurs qui sont passés par Saint-Étienne. Le but c'est qu'il y ait un maximum de questions, donc j'essaierai d'y répondre. Je ne sais pas si je répondrai à tout, mais j'essaierai en tout cas. Le travail, donc, c'est l'histoire de trois générations de footballeurs professionnels algériens en France. Je me suis beaucoup appuyé sur les travaux d'un grand sociologue algérien qui s'appelait Abdelmalek Sayad. Donc peut-être que voilà, certains d'entre vous connaissez. En tout cas, quand on veut travailler sur l'immigration et l'immigration algérienne en France, on doit lire Sayad. S-A-Y-A-D, qui lui s'est pas du tout intéressé au sport ou au football, mais qui lui s'est focalisé sur les ouvriers. Alors il a écrit des articles célèbres, publiés dans des très grosses revues, des prestigieuses revues françaises, et des ouvrages aussi.
Alors, il y a moi je pense particulièrement à son article qui s'appelle Les enfants du péché. Alors, les enfants du péché, c'est les enfants de la dernière génération, plutôt la génération des... Enfin, pas de la dernière génération, mais la génération des années 80, hein, celle qui a été identifiée comme la génération beurre, celle qui revendiquait l'identité française. Et il a très bien montré comment ces enfants, finalement, étaient dans un entre-deux. Il parle de double domination, dominée en France, mais aussi dans le pays d'origine. Et il parle aussi de double absence. Et ça m'a beaucoup intéressé, cette double absence. Absent du pays d'origine, absent du pays de naissance. Et c'est aussi des enfants illégitimes parce que ce qu'il raconte très bien, des enfants du péché d'ailleurs, il le dit en arabe, alors je ne connais pas les enfants du péché. Voilà, mais un enfant, je ne sais plus. Et parce que même leurs parents ne les reconnaissent plus, eux qui sont passés par la société française, l'école française, qui aspirent à vivre en France et à s'installer et à se marier en France, et pas forcément à retourner en Algérie. Ça a été un rêve, un moment un petit peu illusoire, un moment de leurs parents aussi, hein, et je pourrais y revenir. Donc voilà, donc Sayad, ça a été une lecture fondamentale. Il y avait aussi des recherches qui avaient été faites sur les footballeurs. Sur le football algérien, il y avait déjà des choses. Je pense notamment à un politologue qui travaillait à l'université de Nanterre, qui s'appelait Youssef Hadès, qui avait travaillé algérien, qui avait travaillé sur le sport en Algérie, mais plutôt sous l'angle politique. Voilà, le sport comme outil de contestation à la période coloniale, donc avant 62, mais aussi après 62 vis-à-vis de l'État FLN. Mais lui, en fait, finalement, il ne connaissait pas, dans sa thèse que j'ai lue, dans ses ouvrages, il parle très peu des joueurs, des travailleurs, des migrants sportifs, des immigrés du sport. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Qu'est-ce qu'être un immigré du sport en France, un immigré algérien du sport en France, dans les années 30, dans les années 50, dans les années 80 et dans les années 2000. C'est ce qui m'a amené donc à faire une analyse intergénérationnelle, de m'intéresser à plusieurs générations de joueurs. On remarquera, enfin j'ai remarqué que autant les élites de l'immigration, certaines élites étaient connues, étaient déjà étudiées. Alors il y avait les artistes qui étaient très bien, commençaient déjà à être étudiés, les peintres, les ouvriers qui ne font pas partie d'une élite, mais au contraire de la masse, eux, ils avaient été bien étudiés par Sayad et par d'autres. Les élites culturelles, c'était fait. Mais les élites sportives, à part quelques livres de journalistes, souvent très romancés, souvent très hagiographiques, donc qui est le contraire de ce qu'on veut faire en histoire, c'est-à-dire vraiment influencé par nos émotions et par l'exagération, il n'y avait pas grand-chose. Donc je m'y suis attaché, donc je vous l'ai dit, la méthode ça a été déjà identifié dans les annuaires France Football, première, seconde, tous les joueurs de passer de première et seconde première et seconde division. Alors j'ai considéré dans ma recherche uniquement les familles algériennes, mais là je m'intéressais vraiment à la communauté musulmane. Donc, j'ai identifié, repéré à peu près, au total à peu près 500 joueurs. C'est énorme. À l'époque coloniale, c'était l'Algérie qui fournissait le plus grand nombre de footballeurs, hein, bien plus que les Marocains. Même il y a eu des grands joueurs marocains, je pense à Larbi Ben Marek, la Perle Noire, bien plus que les Tunisiens ou les Sénégalais, ou que les Camerounais. Et ici, on peut parler rapidement du grand Eugène Njoléa, qui a joué à Saint-Etienne, qui faisait son doctorat à Lyon, et qui a contribué à fonder avec Juste Fontaine et Raymond Kopa l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels. Bref, les Algériens étaient les plus nombreux. Et quand on s'intéresse à la période post-coloniale, après 62, ce sont les Algériens qui, le plus tôt et les plus nombreux, ou les binationaux si vous voulez, les enfants algériens, les immigrés algériens, qui vont le plus tôt et les plus nombreux rejoindre l'équipe nationale algérienne. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce mouvement sud-nord, finalement, aller jouer en métropole à la période coloniale, et après l'indépendance, le mouvement finalement nord-sud, le mouvement, même s'il est épisodique, même si c'est juste un mouvement pour aller rejoindre l'équipe nationale, j'ai appelé ça, j'ai considéré largement que c'était une migration sportive. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'était l'existence de filières vers la métropole, mais aussi de filières vers l'équipe nationale. Aujourd'hui, on parle de task force de la Fédération algérienne
de football. Mais à l'époque, je me suis beaucoup intéressé à, peut-être que ici, je pense que c'était bien connu, hein, l'amicale des Algériens en Europe. L'amicale des Algériens en Europe. Je pourrais en reparler tout à l'heure. Donc ça m'a amené aussi à m'intéresser à l'équipe du FLN. Pourquoi l'Algérie? Je vous ai dit qu'il y avait des raisons quantitatives en termes de nom, mais aussi je voulais m'intéresser à un des plus grands mythes du sport, de politisation du sport, un des plus grands exemples de politisation du sport avec les victoires, avec les jeux nazis, avec les jeux d'Hitler, hein, les victoires de Jesse Owens, les jeux d'Hitler largement instrumentalisés par le Troisième Reich. Mais il y a un grand exemple, c'est l'équipe du FLN, c'est-à-dire cette équipe de footballeurs professionnels à qui tout sourit en France, en métropole, qui vivent de leur passion, qui ont échappé à l'impitoyable ordre socio-racial qui régnait dans l'Algérie coloniale avant 1962, qui ont échappé aussi, qui ont une improbable ascension sociale en métropole, qui ont découvert un très bon accueil en fait dans les clubs français. Je vous l'ai dit, marié avec des Françaises installées. Je pense, alors Achille Mekoufi le dit très bien, la première fois que j'arrive à Saint-Étienne, c'est la première fois où on me dit monsieur. Lui qui quitte le sétif colonial où 10 ans avant il y a eu les massacres le 8 mai 45. Donc c'est la première fois qu'on me dit monsieur, et la France pour eux, et ça c'est une idée clé de mon travail, la métropole, ça c'est très important. Avant 62, pour tous ces joueurs, c'est une expérience émancipatrice. C'est une expérience émancipatrice parce qu'ils vont vivre de leur passion, parce qu'ils vont gagner de l'argent, et ne l'oublions pas aussi, parce qu'ils vont quitter une société patriarcale, un ordre religieux patriarcal très fort, hein, clanique, qu'ils vont quitter en laissant derrière eux la Méditerranée. Alors moi j'ai eu la chance, et parce que c'est un travail aussi, il y avait déjà des livres qui avaient été écrits sur l'équipe du Front de Libération Nationale. En gros, il y a eu 3 livres, mais ce sont des livres qui sont très orientés, puisque les journalistes ou les chercheurs ont été interviewés des joueurs, mais qui appartiennent à différents clans. Alors déjà, la grande nouvelle, c'est de s'apercevoir que dans cette équipe du FLN, où tout semble idyllique, cette équipe du FLN, hein, je ne l'ai pas dit, mais qui va être un grand exemple de politisation du sport, puisque dès 1958, une trentaine de footballeurs algériens, je l'ai dit à qui tout réussi, vont rejoindre Tunis en plusieurs vagues, en plusieurs mouvements, pour fonder la première équipe d'Algérie, et ce 4 ans avant l'indépendance. Mais en fait, donc ils vont faire des matchs dans le monde entier, surtout dans les pays socialistes, 83 matchs, 57 victoires. C'est une équipe de gala en fait, qui permet de lever des fonds pour le FLN en fait. Et c'est aussi un moyen de montrer diplomatiquement que l'Algérie que l'Algérie existe sur le plan international, voilà, à travers une équipe de football. Et c'est aussi un moyen de montrer, et vous savez peut-être que le conflit, en fait, que l'armée algérienne, les plus grands historiens l'ont bien montré, a été écrasée en fait par l'armée française et par ses chars et par ses gaz, etc., et par ses techniques et par son nom. Mais par contre, l'Algérie a gagné sur le plan diplomatique. À l'ONU, une magnifique exposition aux archives municipales de Saint-Étienne, hein, à l'extérieur et à l'intérieur, et on voit bien qu'il y a eu des massacres, et que ces massacres de populations civiles ont été portés à l'ONU, que la France était de plus en plus isolée sur le plan international par les Américains et par les Russes. Bref, l'équipe du FLN a eu sa petite part, et sa part non négligeable, mais ça c'est quand même difficile à mesurer. En tout cas, elle a existé, elle a sans doute encouragé les maquisards qui pouvaient l'écouter à la radio, qui pouvaient écouter peut-être certaines retransmissions de matchs, que les matchs avaient lieu dans les pays de l'Est, ou en Tunisie, ou en Libye, etc. Et donc j'ai retrouvé, je suis le seul chercheur voilà, qui a retrouvé il y avait en 2006-2007 une quinzaine d'anciens joueurs encore vivants, et moi je les ai quasiment tous retrouvés. Donc j'ai eu toutes les versions. Et ça fait partie de mon travail, hein, dans le chapitre 4 de mon ouvrage, Artois Presse Université, donc je précise que je ne touche pas un sou sur ce travail, que j'ai acheté de ma poche 2000 € à l'équipe pour avoir de magnifiques photos d'archives qui peuvent défiler, comme ici Moustapha Zitouni, le grand avant-centre de Monaco, marié avec Miss Cannes, marié avec une mannequin de chez Chanel, et qui va tout quitter, sa carrière internationale, il allait jouer la Coupe du Monde 1958 en Suède, pardon.
Et lui qui avait pris la place de Robert Jonquet et qui a quelque part qui s'est vraiment sacrifié pour la cause nationale. Donc Rachid Mekloufi, je l'ai rencontré en 2006. Aujourd'hui, il reste 3 joueurs survivants de cette équipe du FLN. Il y a Mohamed Maouche, qui a joué à Alger, l'Algérois du Grand Reims, qui préside actuellement la fondation de l'équipe du FLN en Algérie. Il y a Abderrahmane Defnoun, qui a joué notamment à Angers. Et il y a Rachid Mekloufi, qui est né comme Maouche en 1936, à qui tout souriait. Alors, je peux vous raconter un petit peu son histoire. Alors, je ne la connais pas par cœur, veuillez m'excuser. Mais en fait, Rachid Mekloufi naît en 1936 à Sétif. C'est le benjamin d'une famille de 8 enfants. Son papa, c'est un petit fonctionnaire, puisqu'il finira sa carrière comme inspecteur de police. Rachid Mekloufi va démarrer le football à l'USM Sétif, avec d'autres joueurs de Sétif, certains viendront en métropole, comme Kermali, qui jouera à l'Olympique Lyonnais, excusez-moi, ou Haribi, qui est un Mokhtar Haribi, qui est son aïeul, en fait, qui a une dizaine d'années plus que lui. Rachid Mekloufi, alors, il ne va pas participer quelque part au massacre de Sétif, mais il va avoir l'agitation très forte dans la ville, il va avoir des choses horribles alors qu'il n'a encore que 9 ans. Il est convoité, alors ça c'est très intéressant, c'est qu'il est convoité par Toulouse. Il y a un avocat qui est à Sétif, qui est musulman, mais qui est en contact avec le club de Toulouse, qui va essayer de le faire venir à Toulouse. Et en fait, il est très jeune, hein, il est encore mineur. Hein. Et donc ça, c'est déjà une idée très forte, c'est que les clubs métropolitains de l'époque ratissent l'Afrique du Nord. On parlait tout à l'heure des filières, etc. Il y a un moment qui était, quand on a parlé de Robert Herman, repéré à Nice, par l'avocat Sedboul, et ben c'est le même en fait qui a repéré le petit Rachid à Sétif. Il va essayer de le faire venir, ça va pas marcher. Et finalement, Rachid Mekloufi va céder aux sirènes de la SSE. Le billet d'avion Alger-Lyon est plus facilement obtenu que l'accord parental. Il y a des réticences très fortes de ses parents qui sont... Alors, le papa de Rachid était lettré, hein, mais de ses parents qui considèrent le football comme un sport de voyous, c'est le sport occidental, qui propose le plus généralement un spectacle indigne, où on a des tenues qui sont parfois transgressives. Je ne vous raconte pas les shorts, je ne vous raconte pas le fait d'obéir à un capitaine et non plus aux plus âgés. Donc il y a des hiérarchies qui, grâce au football, se transforment. Rachid Mekloufi sait qu'il faut quitter l'Algérie, qui sent encore la poudre. Il raconte que c'était devenu infernal. Les Français d'Algérie nous agressent en permanence. Et à Sétif, il se sentait à l'écart de la vie. Alors, 3 jours après son arrivée, son essai est concluant. Il laisse des traces, hein, une victoire, 6-0 contre Grenoble. Et puis il va faire une rencontre déterminante. Et là, il faut absolument lui rendre hommage. C'est avec ce monsieur qui est là, qui s'appelle Jean Snella. Jean Snella, qui est un des plus grands entraîneurs français. Il y a une tribune, hein, Jean Snella, c'est ça? D'accord. Ses conseils, protecteurs et paternalistes, vont le suivre tout au long de sa carrière. Et je vous rappelle que Mekloufi arrive à Saint-Étienne à 18 ans. Et donc, on note quand même que Snella va jouer ce rôle de père de substitution, mais ça ne va pas être le seul. Il y a beaucoup de jeunes joueurs algériens qui arrivent en métropole dans les années 50. Ils vont être plutôt très bien accueillis par les entraîneurs européens, et parfois des entraîneurs européens d'Algérie, ou des entraîneurs argentins, etc. Mais il y a quand même à cette époque une bienveillance qui est de mise vis-à-vis de ces joueurs. L'accueil qui est accordé à Rachid Mekloufi le surprend, la diversité des populations également. Et je vous l'ai dit, une nouvelle dignité lui est accordée. Pour la première fois, on l'appelle monsieur, les gens sont polis, ils m'appellent monsieur, ce qui n'arrive jamais en Algérie. Cette France des années 50 est décontractée et fraternelle. Alors il va signer un contrat de stagiaire professionnel, passer 15 jours à l'hôtel, puis dans un appartement mis à disposition par le club. Alors, à 18 ans...
il arrive à 18 ans, ça veut dire qu'il arrive au tout début de la guerre d'Algérie. Ouais, il arrive, je crois que j'ai vu au mois d'août. Il arrive juste avant. Juste avant. Il arrive juste avant le déclenchement. Et en fait, en 54. Tout à fait. Durant l'été 54, je crois que c'était le 9 août, j'ai vu sur le magnifique panneau consacré à Rachid Mekloufi. À 18, donc, alors jamais l'isolement. L'USM Cétic, donc son club formateur, avait eu du mal à transmettre sa lettre de sortie, donc il est titularisé pour la première fois le 10 octobre 1954 à Nice. Alors il joue comme inter-gauche, c'était son poste, il disait inter-gauche. Donc il marque de 30 buts en 2 saisons. Il est d'abord convoqué en équipe de France B, puis une expérience très forte pour lui, c'est le bataillon de Joinville. Dès 1956, il va apporter à 4 reprises le maillot tricolore. Mais avec l'équipe de France militaire, il va triompher, il brille. À River Plate, en Argentine, c'est le championnat du monde militaire. Et le 14 juillet 1957, l'équipe de France de Rachid Mekloufi, de Lucien Cossou, d'Yvon Doulis et du plus précoce footballeur de l'équipe de France qui s'appelle Mariano Pineski, dans le nord de la France, remporte 4-0 le tournoi contre les Argentins donc à domicile. Cette année-là, il ramène déjà le titre national à Saint-Étienne. Il est vivement pressenti avec Moustapha Zitouni, qui se trouve ici, au milieu de l'image, de l'AS Monaco, pour participer à la Coupe du Monde en Suède. Mais tout s'accélère pour ce futur déserteur de l'équipe de France, et de l'armée française, pardon, qui réside à Saint-Étienne. Et là, la petite anecdote, dans l'Annonciatrice, rue de la Résistance. Alors, bien qu'il reconnaisse plus tard qu'il ne soit pas à cette époque politiquement dans le coup, c'est-à-dire que les questions politiques le concernaient très peu, finalement il n'y avait pas de militantisme, d'engagement comme la plupart des autres joueurs de sa génération à l'époque, même en Algérie. Rares ont été ceux qui se sont engagés physiquement avec le FLN, même s'ils n'étaient pas insensibles à ce qui se passait autour d'eux. Il est contacté par 2 footballeurs sétifiens, et ça va beaucoup le rassurer. Ce sont des footballeurs de sa ville. Il y a Mokhtar Haribi et Hamid Karmali, le Lyonnais, pour former l'équipe du FLN. Dès le mois d'avril 1958, 4 ans de clandestinité s'ouvrent sur une expérience sportive et politique majeure. Sa maturité en sort grandi, et il explique être devenu, je cite, un homme différent. Donc là, on se rappelle, le contexte, il a 56, il a 20 ans, 58, il a 22 ans. Je ne suis plus un chien fou, je change, je dirige l'équipe, parce que c'était le chef d'orchestre de cette équipe du FLN dans le monde entier. Je peux marquer et faire marquer. Les joueurs du FLN comme Abdelaziz Bentifour, ancien international français, lui par contre c'était un militant à Nice, international, au GC Nice, à AS Monaco, dans son café Le Carillon à Nice. C'était en fait un lieu de clandestinité, il y avait des trappes et tout dans la cave. Bentifour, Abderrahmane Boubaker et Moustapha Zitouni m'apprennent à améliorer le football, mon style. Petite parenthèse, le courage des femmes françaises, des femmes qui ont suivi ces joueurs dans la clandestinité la plus totale et dans l'inconnu. Elles avaient 20 ans. Catherine Bentifour, alors c'est marrant, Catherine Bentifour, Catherine Amara, Monique Defloun, Monique Roy. Ces femmes françaises, souvent avec un petit enfant sous le bras, donc tout quitter là, c'est à Tunis. Alors, ces joueurs donnent à Rachid Mekloufi une conscience politique améliorée par ces rencontres, puisqu'ils vont faire des rencontres. Ils vont aller, il y aura des photos peut-être tout à l'heure, avec Ho Chi Minh, Aya Mekloufi, 3e en partant de la gauche. Ho Chi Minh, Vietnam, le général Diap. Avec les milliards que j'aurais peut-être gagnés en restant professionnel, je n'aurais pas acquis tout cela. Je remercie la révolution algérienne. Petite anecdote, la fuite s'organise le 14 avril 1958, elle était prévue le 13 avril 1958, donc la première vague de footballeurs, pardon, ce sont les meilleurs joueurs, parce qu'il y a 4 vagues. D'abord la fondation de... c'était pas le FLN, c'était le côté français du FLN, j'ai oublié le nom, j'ai un petit trou de mémoire. La Fédération de France du FLN, c'est elle qui va organiser donc, ces départs. Donc en gros, on a 5 joueurs qui sont à Monaco, et on a des joueurs qui sont plutôt à Tunis, donc, qui sont par exemple plutôt du côté de Saint-Étienne et Lyon. Donc les 5 joueurs de Monaco vont quitter le 13 avril 1958 par train pour rejoindre
Suisse. Lausanne, tout à fait, puis Rome, pour prendre l'avion Rome-Tunis, mais avant cela, il faut s'imaginer la logistique. On a Zitouni. Alors, il y a eu 2 matchs en fait. Il y a eu Angers, Monaco. Monaco-Angers, pardon. Ça se passe à Monaco. Amar Roy qui joue à Monaco, qui joue à Angers. Après le match, il prend sa femme, ils prennent le train de nuit et ils vont jusqu'en. Ils prennent un train de nuit via Menton. Non, eux, ils prennent la voiture, pardon, mais d'autres joueurs qui prennent le train de nuit. Il y en a un, Hassan Chabri, AS Monaco, qui se fait intercepter par la DST, la direction de surveillance du territoire. Je ne comprends pas pourquoi ce joueur professionnel a sa valise pleine dans son coffre avec des plans d'affaires. Et il y a un autre match qui se joue, c'est Saint-Étienne-Béziers. Tout est prévu pour le départ juste après le match. Sauf que Eugène Njoea, le footballeur camerounais, va sans faire exprès percuter la tête de Rachid Mekloufi, qui est hospitalisé. Donc ça met il y a un petit retard en fait sur les ponts. Donc ses copains Kermali, Haribi et il me semble un troisième, j'ai oublié le nom, mais m'excuser, vont le chercher à l'hôpital, le sortent de l'hôpital et ils vont passer la frontière en voiture. Le poste de douane n'est pas encore au courant de la fuite de ces joueurs. C'est rocambolesque. Et en tout, il y a eu 4 vagues de départ, de avril 58 à novembre 1960. Donc, pour finir, après 62, les accords d'Avian, 1962, cessez-le-feu, applicable sur tout le territoire algérien. Il reprend sa carrière professionnelle au Servette de Genève de Jean Snella. Jean Snella n'est plus à Saint-Étienne, il est à Genève. Et Rachid Mekloufi, quelque part, il veut temporiser, il veut d'abord revenir jouer professionnel en Suisse, dans un pays neutre. Il y a plusieurs joueurs algériens qui repassent par la Suisse avant de reprendre en métropole, enfin en France, pardon, dans l'ex-métropole, parce que ça les rassure aussi. Donc Jean Snella lui dit de le rejoindre. Ils vont faire quelques mois de compétition. Et en décembre 62, alors que le club stéphanois est bien positionné pour remonter en première division, Jean Snella est rappelé en renfort et il emmène dans ses bagages Rachid Mekloufi. Et Rachid Mekloufi se confie sur ce moment de retour à Geoffroy Guichard. Mes anciens coéquipiers me reçoivent normalement. Mon premier match se fait contre Limoges le 9 décembre 62. C'est un petit miracle. D'habitude, à Saint-Étienne, il y a 10 000 supporters en seconde division. Ce jour-là, il y en a le double. Et ils sont venus voir Rachid le footballeur. Je suis persuadé que les personnes qui menacent au téléphone le président Roger Rocher, sont dans les parages. On entame le match. Quand je rentre sur le terrain, il y a un silence impressionnant. Dès mon premier ballon, je réussis un geste technique difficile. Tout de suite, le public m'encourage. Et là, ça a été quelque part le retour à la réconciliation, l'adoption, la nouvelle adoption quelque part. La majorité du peuple français comprend notre attitude, puisqu'elle aussi a fait fuir les Allemands avec des maquisards. Après l'appréhension, c'est l'ovation. Son retour est un succès. Plus affûté, il inscrit 14 buts en 20 matchs. Sa notoriété grandit, l'épopée continue. Son histoire marque celle du championnat de France des années 60. Les distinctions personnelles s'accumulent, comme l'étoile d'or France Football du meilleur joueur du championnat de France en 64, 66 et 67. Les titres s'enchaînent avec la SSE, sous les ordres de Jean Snella, dès 1963, Il est champion de France en 64, 67 et 68, année du sacre en Coupe de France, et de sa dernière sélection auprès des Fennecs, donc de l'équipe d'Algérie. Meilleur buteur de l'histoire du club, il quitte l'AS Saint-Étienne avec son épouse tunisienne pour évoluer au SC Bastia de 1968 à 1970. À 34 ans, le cœur en vert, en double vert, stéphanois et algérien, il raccroche les crampons pour servir les équipes nationales algériennes, civiles et militaires dans les années 70. Il va remporter plusieurs compétitions en tant qu'entraîneur. En 75, les Jeux méditerranéens. En 78, les Jeux africains avec l'Algérie. En 79, à la surprise générale, il démissionne de ses fonctions et entraîne Riyad en Arabie Saoudite, puis l'AS Marsa en Tunisie la saison suivante. En mars 82, il est nommé directeur technique de l'équipe nationale algérienne, confié à Maïdine Kralev, pour la Coupe du Monde 82. Il rejoint ensuite l'encadrement du FC Mulhouse en 82, avec une courte expérience de président de la
fédération algérienne en 88, j'ai fini. Malgré ces projets, il n'est pas élu à la tête de la Confédération africaine de football en 2000, ni à la tête de la FAF, de la Fédération algérienne de football en 2002. Donc, entre sa retraite en Tunisie, à la Marsa, et ses voyages à Alger, à Paris, où résident ses enfants, il reste proche du pouvoir et porte toujours un avis critique sur l'évolution du football algérien, donc il reste un inestimable ambassadeur. Donc là, je viens de vous lire le portrait que j'ai fait de Rachid Mekloufi à la fin du chapitre 2 de mon ouvrage. Il y a 12 portraits comme ça, assez approfondis de joueurs de différentes générations. Alors, petit rappel du palmarès, champion de France 57, 64, 67, 68, donc 4 titres de champion de France, et une Coupe de France en 68, 339 matchs, 152 buts, et une période professionnelle longue. Quand on voit aujourd'hui la brièveté, la précocité, mais aussi la brièveté des carrières professionnelles, qui s'arrêtent souvent à l'issue du premier contrat. Je pense qu'à Saint-Etienne, il y a un turnover comme dans tous les grands clubs français. Lui, il reste 16 ans professionnel, de 1954 à 1970. Alors, il y a eu, pour finir, avant les questions, il y a eu de nombreux footballeurs algériens qui ont joué en France, issus de différentes communautés. Alors, bon, sur la communauté plutôt musulmane, il y a eu le capitaine Kader Ferraoui, il y a eu Salim Archèche, Riyad Boudbouz, Fawzi Goulam, Karim Fenaï, mais je pense aussi à la communauté des rapatriés d'Algérie, qui sont très bien montrés aussi en exposition aux archives municipales de Saint-Etienne. Je pense à Christian Lopez, qui fait partie de l'épopée 76, Jean-François Larios également, qui a été un des premiers intermédiaires du football, un des premiers grands agents, sportifs, lancé par Alain Migliaccio, qui est l'agent de Zidane, et qui était lui aussi issu de la communauté algérienne, mais de la communauté européenne d'Algérie. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Le livre, je pense qu'il circule, donc voilà, vous pouvez regarder les photos, le travail qui a été fait. Vous en avez là? J'en ai qu'un, mais vous pouvez l'acheter dans votre librairie préférée. Amazon, sur le site. Sur la librairie. J'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Il a paru quand? Comment? Donc le livre a 2 ans, mais il est toujours d'actualité puisqu'il n'y a pas eu de gros changements dans l'histoire des footballeurs algériens depuis 2 ans. Et donc il est édité chez Artois Presse Université. Je pense que vous avez vu que c'est un beau livre, papier glacé, beaucoup de photos. Donc je répète, je touche rien dessus. Il est vendu 24 €, ce qui n'est pas très cher pour un livre de cette, à mon avis, de cette qualité en termes de photos, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas, même au musée, dans les écoles, s'il y a des enseignants, médiathèques. Voilà, et je répondrai à vos questions avec plaisir, qui concernent Rachid Mekloufi, qui concernent des générations plus récentes, l'évolution du football algérien des années 70 jusqu'à nos jours. En tout cas, évidemment, je vous remercie sincèrement pour votre attention. Vos questions. Quelqu'un a une question? J'ai le micro, donc n'hésitez pas à lever la main. Donc, comme on est un petit nombre, n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues. Comme la première question est toujours compliquée, je peux m'y coller. Donc le retour de Rachid Mekloufi s'est plutôt bien passé à Saint-Etienne. Est-ce que tu as des éléments un peu plus généraux sur le retour des autres membres de l'équipe du FLN en métropole, enfin en France du coup, après la guerre? Est-ce que ça a été toujours aussi idyllique? Je ne sais pas si c'est terme aussi facile ou est-ce que ça tient au talent particulier de Rachid Mekloufi? C'est une très bonne question que tu poses et je te remercie de la poser. Pour Rachid Mekloufi, c'est plus simple. Pourquoi? Pas parce que c'est plus facile, mais parce que c'est sans doute le meilleur joueur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe du Rennes était composée d'une trentaine de footballeurs professionnels. Je l'ai dit qui avaient tout quitté du jour au lendemain. Pour les plus jeunes d'entre eux, comme Rachid Mekloufi, il est hors de question de retourner dans le championnat algérien qui est à peine structuré. L'Algérie qui connaît à ce moment-là, en 62, l'été 62, il y a des morts encore. Mais en fait, c'est une guerre intestine pour la prise du pouvoir au niveau algérien. Une fois même que les Européens d'Algérie sont partis, il y a des morts. Le pays, il y a 1 million de personnes
qui étaient à des postes de pouvoir, pour certains d'entre eux qui sont partis, le pays à reconstruire. Lui, il est jeune, prometteur. Son but, c'est de continuer à gagner de l'argent. Et surtout, vivre de sa passion dans les plus grands championnats. Alors, ils vont être sur une trentaine de joueurs, il va y en avoir une quinzaine qui vont revenir en métropole. 5 d'entre eux avec un petit intermède via la Suisse, quoi. Parce qu'il y avait des filières aussi, parce que souvent là-bas ils avaient retrouvé des papiers, un petit peu d'argent. Parce que pendant 4 ans, ils n'avaient pas eu finalement une rente exceptionnelle. Même si ils sont tout de suite reclassés par Ahmed Ben Bella, le premier président algérien, qui a joué au l'Olympique de Marseille en 1938 pendant son service militaire, buteur pour l'Olympique de Marseille, même s'ils sont reclassés au 13e échelon au sein du ministère de la Jeunesse et du Sport, donc l'échelon le plus haut. D'accord ? Donc certains vont décider de constituer, en fait, de structurer le mouvement footballistique algérien, de le relancer. Souvent, ce sont les joueurs les plus âgés. Et d'autres vont revenir en métropole. Donc pour répondre à ta question clairement, il y en a une quinzaine qui vont revenir. Souvent, ce sera une expérience de courte durée, puisqu'au bout de 2 ans, de 2 ou 3 saisons, préparant leur reconversion, ils se disent quand même qu'il y aura peut-être plus d'opportunités en revenant en Algérie, on va faire des stages, peut-être dans les pays de l'Est, même à Paris, à l'INSEP, etc., à l'INS, mais en tout cas de devenir entraîneur national. Et c'est souvent ce qui va se passer, mais c'est une bonne question aussi sur l'accueil. L'accueil va être plutôt mitigé. Surtout pour les joueurs qui ont à faire qui doivent jouer dans le sud de la France, où il y a une communauté rapatriée qui est plus nombreuse, et certains vont se sentir menacés, parfois physiquement. Je pense à Saïd Amara, qui joue à Bordeaux en 62 jusqu'en 64, après il revient. Puis on sent chez certains, mais des joueurs de moins grand statut sportif, de moins grande aura, ce ne sont pas des internationaux français, ce ne sont pas des joueurs qui ont gagné des titres en France. Des petites vexations qu'ils vont sentir. Par exemple, je pense à Abdelkrim Kéroul, qui est décédé il y a 2 ans, membre de l'équipe du FLN, qui lui joue à 3 en 1900, il quitte 3 en 1960. Jusque-là, il vivait dans une maison. Puis quand il revient en 62, on va lui proposer plutôt d'aller s'installer dans un HLM avec sa femme française. Ça, c'est ce qu'il disait. On a senti que non, c'était. Donc certains ont racheté leur contrat, parfois aidés par la Fédération algérienne de football pour l'écourter. Je rappelle que jusqu'en 1969, les footballeurs sont liés à la vie à leur club jusqu'à l'âge de 35 ans. Je parlais du LFP, le syndicat qui est créé en 61. Rêve des joueurs 68. Et donc les choses étaient quand même assez compliquées. Les joueurs étaient quand même à la merci de leur président, j'en ai pas parlé. Les présidents qui avaient un rôle très paternaliste. Roger Rocher, à Reims, dans tous à Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, président d'honneur. On imagine ce que c'est que pour un jeune Algérien, franco-musulman, arriver et en même temps être bien accueilli, mais en même temps, alors ça a été compliqué à vérifier parce que les archives écrites ont été quand même compliquées à retrouver, c'est la question du dumping. Est-ce que les footballeurs algériens étaient moins bien payés que leurs homologues français à expérience égale, à statut égal, à poste égal, etc. Donc il y a des recherches qui montrent qu'en général, les footballeurs africains sont payés à moins 30% en moyenne, mais certains ont plus su se défendre que d'autres. Amar White, qui revient après 62 à Angers, me dit, moi, Defnoun, qui revient lui aussi à Angers, il s'est pas bien défendu, il n'a pas bien négocié son salaire. Moi, j'avais un plus fort caractère, il n'y avait pas d'agent, quoi. Et ben moi, je suis content, je suis resté encore quelques années, puis après, j'ai racheté le contrat. Donc, les destins, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des destins contrastés. Rachid Mekoufi, c'est une expérience magnifique, mais tous n'ont pas connu sa réussite sportive et aussi sa reconversion professionnelle qui a été exceptionnelle dans l'encadrement. Rachid Mekoufi, c'est quelqu'un de Sétif, profondément attaché à Sétif, et donc quand il va être membre du staff des équipes nationales, civiles, militaires, il va faire appel aux copains. Les copains, c'est ceux de Sétif. Ça veut dire que ce n'est pas tous ceux de l'équipe du FLN. C'est ceux qui, pour la plupart, fait partie de la première vague de départ. Il faut savoir que, je le répète, enseigner, c'est répéter, qu'il y a eu 4 vagues de départ. Mais il faut un Chérif Oudjani, un Ahmed Oudjani, qui est le meilleur buteur du championnat de France au RC Lens, qui marque, je connais bien son fils, etc., qui a été aussi footballeur pro Chérif.
imaginez, il marque 21 buts par saison. Il se retrouve, il doit tout quitter. En gros, on lui fait comprendre qu'il faut qu'il parte. Puis la guerre, voilà, elle commence à tourner, on voit que les choses vont être vraiment favorables à l'Algérie algérienne, donc voilà, il part. Il ne va pas faire toutes les tournées de prestige comme les autres, parce que les places sont déjà prises. Donc pour certains, le temps va être un petit peu long pour certains en Tunisie. Donc il n'y a pas eu non plus que des amitiés, c'est ce que je raconte dans le livre, même si on a beau, les joueurs pourront essayer certains de multifier l'histoire, mais là il en reste plus que 3. Et voilà, je vous l'ai dit, j'ai entendu tout le monde. Mais ça a été quand même pour eux tous une expérience très forte, et puis sur le point de vue CV, quelque chose de magnifique. Oui, merci de me donner la parole. J'aimerais vous dire ce que je connais de Rachid Mekloufi. Je suis du même âge que lui, je suis son aîné d'1 mois. Et j'ai eu l'occasion de lui le dire. Je vais vous dire dans quelles conditions. Quand j'avais 18 ans, donc lui avait le même âge, j'allais voir les matchs de Saint-Étienne, ici à Geoffroy-Guichard. Et déjà, il y avait un couple qui jouait qui était extraordinaire, c'était Rachid Mekloufi et Robert Herman. Tous les deux formaient un couple formidable, ils marquaient des buts extraordinaires et vraiment c'était des très bons techniciens. Ensuite, moi en 1956, j'ai été appelé pour faire la guerre d'Algérie, comme 1 million d'autres jeunes de l'époque. Et j'ai appris donc dans l'année qui suivait, par un courrier de mes parents, que Rachid Mekloufi était parti. On disait à l'époque qu'il avait carrément quitté Saint-Étienne et on trouvait que c'était pas bien. Un grand joueur comme ça qui quitte l'ASS, ça faisait mal, quoi. Enfin bon, après, petit à petit, en discutant avec les copains, tout ça, on m'a dit, après tout, c'est un grand courage. C'est vraiment courageux d'avoir pu réaliser ça. Et puis voilà, le temps a passé, Rachid est revenu. Bon, ensuite, j'ai assisté au dernier match dont vous avez parlé, après quand il est revenu, tout ça. Donc c'est vrai que ça a été, Rachid Mekloufi, c'était une grande personnalité à Saint-Étienne. Enfin, pour les amateurs, mais même pour les gens qui ne s'intéressaient pas au football. Hein. Quand on parlait de Mekloufi à Saint-Étienne ou ailleurs, c'était vraiment un grand bonhomme. Puis voilà, de nombreuses années après, je participais aux travaux comme bénévole à la maison quartier du Soleil, c'est-à-dire un centre social. Et avec quelques copains, on a décidé de faire un film sur l'Algérie, pour dénoncer tout ce qu'on a vécu là-bas. Donc on a fait un film qui dure 1h30, voilà, et puis chacun témoigne de ce qu'il a fait quand il était là-bas. Et un jour, un copain que j'avais rencontré qui s'appelait Bernard Gélin, puisqu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, et lui il faisait du théâtre aussi pour parler d'Algérie. Et il m'avait téléphoné pour me demander si je voulais bien accepter d'aller présenter ce film dans une université à Lyon. Donc bien sûr je l'ai accepté avec plaisir, je suis allé là-bas. Et là-bas on était 7 ou 8 personnes qui étaient venues pour parler de la guerre d'Algérie sous différentes formes. Parmi ces personnes, il y avait Rachid Mekloufi qui était avec 3 autres de ses copains, des joueurs de football professionnels, qui avaient fait comme lui, qui étaient partis en Algérie au moment des événements. Et donc je les ai rencontrés, je les ai entendus, chacun a raconté. Il y en a un même qui m'avait beaucoup marqué parce qu'il avait raconté qu'il avait été emprisonné à Lyon et qu'il avait échappé à la peine de mort pour quelques heures. Il avait été décidé d'arrêter de couper les têtes à la guillotine et il avait vu des copains qui s'étaient fait trancher la tête parce que la guillotine fonctionnait encore à cette époque-là. Et donc ensuite il y a eu une détente, donc je suis allé rencontrer Rachid Mekloufi, je lui ai parlé, on a bu un coup ensemble et puis voilà, il m'a fait une très belle dédicace sur une photo que j'ai toujours à la maison bien sûr.
Et voilà comment j'ai connu Rachid. Je pensais qu'il serait venu aujourd'hui, j'aurais bien aimé le rencontrer de nouveau, lui rappeler tout ça. Mais bon, Mais je crois qu'il est malade, je ne sais pas. Hein. Il est assez tif. Hein. Pardon? Il a- Je ne sais pas s'il est encore à Saint-Étienne ou s'il est Plutôt à là-bas. Tunis, à mon avis. Pardon? Plutôt à Tunis, puisque son épouse est tunisienne. Ah, d'accord. Parce qu'il m'avait dit qu'il venait souvent à Saint-Étienne. Alors je ne sais pas s'il a toujours gardé des rapports avec Bon, il ses doit venir Mois. quand on l'invite. Voilà ce que je voulais dire, je vous remercie. Merci. S'il vous plaît, ce film, c'est le film de la JOC. Enfin, Notre film, Votre film. le film s'appelle Sommes-nous revenus d'Algérie? Et c'est un film qui a été fait par on a fait un appel à un professionnel Oui. qui s'appelle Dominique Rachet, Non. Dominique Parret, Oui, et alors qui est de Clermont-Ferrand. mais c'est vous qui étiez de la JOC. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah oui, j'ai votre film. Je l'ai dit dans le film, oui. D'accord. D'accord, ben je vous reverrai là. Et on peut voir notre film sur Internet, Alina? Sur YouTube. C'est Lina ou c'est Sur YouTube. Oui, Voilà. voilà. Sur YouTube. Alors, Si vous tapez Sommes-nous revenus d'Algérie, vous le trouverez. d'accord. Merci. Rachid Boukoufi, vous n'avez pas posé la question puisque vous étiez en face de lui, vous êtes allé faire la guerre quand même. Ah oui, bien sûr, j'ai été appelé. J'ai fait 2 ans en Algérie, oui. Et vous étiez sur quel territoire vous Dans l'Oranais, j'étais à la frontière marocaine. Ah sur oui, la alors, frontière lui, il était de marocaine. l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Oui. D'accord. Mais si j'ai bien compris dans son histoire, vous l'avez dit un petit peu, quand il est parti d'ici, il est parti à Genève. Et de Genève, ils ont rejoint Tunis. Lausanne, ouais. Et Lausanne, il est resté à Tunis pendant pendant 4 ans, mais après c'était leur base. Vous vous souvenez la base du FN, mais après ils ont fait des tournées surtout. Ouais. Tournées Chine, Vietnam, pays de l'Est, Ben, en fait, Cuba, non? ils jouaient Cuba, je pour crois. gagner de l'argent pour donner au FLN. Voilà, Ouais, c'est ça. Donc ils ont fait en Tunisie. Mais je crois qu'il a Ils entraîné sont même l'équipe. allés en Russie, je Oui, il a crois. entraîné une équipe. Il a ils ont été entraîné en l'équipe, mais il ne Yougoslavie. pouvait pas avoir Alors, des compétitions internationales c'est parce ça. que c'était limité. C'est ça, et puis sous menace de sanctions de la FIFA qui refusait en fait qu'ils rencontrent des équipes officielles, parce que ces équipes officielles comme le Maroc ou la Tunisie, récemment indépendantes, en gros étaient menacées d'être retirées en fait, des compétitions de la FIFA. Et donc ils ont joué souvent contre des équipes corpo, des équipes de travailleurs, notamment en Yougoslavie, parce que c'était un championnat un peu parallèle qui engageait moins en fait, les fédérations nationales. Donc c'était des matchs, il y avait du public, le drapeau algérien était hissé, et qui ramenait des fonds. Mais il faut quand même le dire qu'ils étaient quand même sous étroite surveillance à Tunis, de commissaires politiques. Ils vivaient dans des conditions, alors ils étaient dans différents quartiers de Tunis, à Marsa pour les célibataires et à l'autre, j'en parle pour ceux qui étaient en couple. Et en fait, leur parole était quand même contrôlée, ils ne pouvaient pas s'exprimer comme ça rapide dans les médias locaux. J'ai une question. J'imagine que France Football et l'équipe n'étaient pas favorables à ce genre de choses. Enfin, l'équipe du FLN. Et est-ce que Miroir du Sport, qui était plutôt affilié au Parti communiste, a fait des articles là-dessus à parler de ce que parce que le terreur du sport, ça a duré de 55 à 79, un truc comme ça. Plutôt affilié au Parti communiste. Alors, Voilà. deux choses, merci. Il y a plusieurs vagues de départ. La plus grosse, la stupéfaction, c'est la première vague. En plus, c'est les meilleurs joueurs qui partent, les internationaux, Zikouli, Mekoufi, Beltifo et d'autres. Monaco perd 5 joueurs. Même Michel Hidalgo, qui joue alors à l'AS Monaco, et qui finira peut-être pas champion cette année-là, mais surpris, choqué. Alors, il y a eu un étudiant qui a réalisé un mémoire que je cite dans mon travail, où il a étudié, si vous voulez, avril 1958, les départs dans plusieurs organes de presse, dans plusieurs publications. Moi, je me suis plutôt, je le cite, il y a quelques lignes, je pourrais vous le regarder tout à l'heure, mais ce qu'il faut retenir, c'est Paris Match, qui fait un numéro spécial que j'ai acheté ensuite après sur le Bon Coin ou sur eBay, où en gros, c'est la déception.
où c'est l'ironie, on se moque un petit peu de ces joueurs, où on voit Ben Tifour qui est dans son bar, le carillon à Nice en train de servir du champagne, et c'est écrit il n'était pourtant pas si malheureux en France, le pays du champagne et de la liberté, et ils partent. Et on a l'équipe, il y a la ligne de l'équipe là, tenez, on va la regarder, on l'a vu passer. L'équipe, au départ. L'équipe, ah non, l'équipe est 9 footballeurs algériens disparaissent. Ouais. Donc là, regardez cette magnifique photo de famille, la famille parfaite. Zitouni avec son épouse, la mannequin, Chanel, 2 petits enfants magnifiques. Voilà. Alors le 5e, en fait, c'est pas 4 joueurs, c'est 5. Je vous l'ai dit, le 5e, c'est Chabri qui est arrêté par la DST. Émotion à Toulouse, Brahimi et Bouchot qui sont disparus. Lyon, Kermali, Sétif, Saint-Etienne, Mekloufi. Dans ce même numéro, on dit quand même qu'il n'était pourtant pas si malheureux que Zitouni, international français, AS Monaco, touchait 150 000 francs à l'époque, c'était une somme très importante. Voilà, Zitouni a disparu avec sa femme et ses enfants. Donc la presse joue la carte, comme d'habitude, de la surprise, mais aussi de l'apolitisme. La presse qui se veut au-dessus de la mêlée, on sait très bien que c'est une illusion. Ils disent mais qu'est-ce que c'est dommage sur le plan sportif, quelle perte. Mais en gros, ne nous emmêlons pas. Ça, c'est dans le chapitre, on pourra regarder tout à l'heure. Je le raconte, mais je l'écris mieux que ce que je le raconte, désolé. Voilà, je reviens sur le courage de toutes ces femmes. Je sais pas, je pense que la Tunisienne, il a dû ça sera à vérifier, je pense qu'il a dû la rencontrer dans une famille, un parent qui l'a présenté dans la région. Non voilà, ça, je n'en sais pas plus. Voilà, ici. Merci. C'est sur YouTube. Excusez-moi, je suis peut-être arrivée en retard, vous l'avez peut-être dit, mais elle vient d'où cette genèse en fait de faire cette équipe-là? Parce que j'imagine que ça a été un entraînement politique et ça n'a pas germé de la tête des joueurs eux-mêmes. Et d'autre part, ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a eu à l'inverse on va dire une vague de non-départ et de joueurs qui seraient engagés dans la cause contre-révolutionnaire? Merci pour vos 2 questions. Première question, la genèse. Alors la genèse est controversée. On sait maintenant, en gros, les sources, les joueurs le disent, c'est un ancien footballeur algérien qui s'appelle Mohamed Boumezrag, qui a joué au Mans, qui est retraité à ce moment-là, qui va contacter la Fédération de France du FLN, Omar Boudaoud, et lui faire germer cette idée de réunir les meilleurs footballeurs professionnels du monde. Sachant que ce n'est pas une idée qui est nouvelle. Il y avait déjà depuis 2 ans une équipe, non pas du FLN, mais de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale. L'ALN, c'était donc des militaires qui étaient plus ou moins à la frontière tunisienne, des étudiants, et qui vont aller faire du football, mais plutôt dans les pays Moyen-Orient, Palestine, etc. Mais ils n'ont pas du tout l'aura de ces footballeurs professionnels. Ce qui est très intéressant, petite parenthèse, c'est qu'après 62, tous ces joueurs de l'équipe de l'ALN ont été oubliés, passés sous le silence, comme s'ils n'avaient jamais existé. Sauf un joueur ou 2 qui est passé de l'équipe de l'ALN à l'équipe du FLN. Un gardien de but qui s'appelait Ali Doudou. Bon. La paternité de cette équipe, elle est controversée, mais on sait maintenant que c'est quand même plutôt Boumezrag, Fédération de France du FLN, avec des gros relais que sont des anciens joueurs, parce qu'il faut convaincre ces joueurs de tout quitter. Ben Tifour et Haribi, qui vont faire le tour de France, d'abord des joueurs dès 1957, pour leur dire attention, il se prépare quelque chose. Et regarde dans leur calendrier, je vous ai dit ça collait bien, avril 58, Saint-Etienne-Béziers, Monaco, Angers. Ça pourrait coller pour les départs. Comme ça, on prenne la frontière. Et moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que quand j'étais en Algérie, j'ai rencontré 5 personnes qui m'ont dit non, mais l'équipe du FLN, c'est moi. Donc cette équipe du FLN, elle est complètement elle est instrumentalisée. Sa mémoire, je vous l'ai dit, la mémoire de l'équipe du FLN, il faut le rappeler, a été quand même beaucoup captée par Rachid Mekloufi. Je vous l'ai dit, proche du pouvoir, il y a plein de joueurs qui s'en sont plaints, que j'ai rencontrés, qui me disaient quand même, mais nous,
on nous a un petit peu oubliés. Nous, on nous a fait rentrer dans cette équipe du FLN, donc bénéficier davantage, mais 20 ans, 30 ans après. Je vous ai parlé de clan. Il y a eu des joueurs qui ont refusé. Alors, plus le temps passe dans la Ligue d'Algérie, moins on peut contacter des joueurs de très haut niveau. Il y en a un qui s'appelle Maï Kenan. Lui, c'est un des meilleurs buteurs du championnat de France avec Sharif Foudjani. Et lui, en fait, je le rencontre à Rennes, où c'est une vedette, internationale français, etc. D'ailleurs, il est sélectionné en équipe de France en 1961, c'est très tard. Il a accepté une sélection de l'équipe de France en 1961. Et lui va refuser, mais quand je lui interviewe, je fais 1h30 d'interview avec lui à Rennes. À aucun moment il parle de l'équipe du FPL. Donc déjà c'est super bon. Et puis quand je lui dis, mais en fait, mais vous n'avez pas été contacté comment. Il me fait non, mais moi on m'a dit de venir, mais moi c'est pas possible. La première fois ma voiture était au garage. La deuxième fois en fait j'étais militaire, donc j'étais en caserné, donc j'étais surveillé parce que les joueurs notamment étaient de plus en plus surveillés, notamment ceux qui faisaient leur service militaire. Après j'ai d'autres joueurs qui m'ont dit non. En fait il n'a pas voulu partir, il n'a pas voulu nous suivre, mais c'est pas pour ça qu'il a eu des menaces. En 62 il est sélectionné en équipe d'Algérie. Pour une brève, une éphémère expérience puisqu'il va se blesser très vite. Kader Firoud est passé par ici. Kader Firoud. Ah oui, son frère, je ne sais plus si c'est lui ou Kader Firoud. Kader Firoud, entraîneur de légende des Crocodiles Nîmois, a refusé, mais lui en prétextant, attention, moi je structure le mouvement en fait d'Algérie, en France, pardon, dans le sud de la France. Donc, ça a été le premier entraîneur de l'équipe d'Algérie, mais les joueurs l'ont un petit peu voulu, il est resté que 6 mois. Il est resté que 6 mois à la tête de l'équipe nationale. Un autre joueur qui vient de nous quitter il y a un mois s'appelait Ahmed Arabe, donc lui c'était un joueur plutôt de seconde division à Limoges, à Riol, Limoges. Lui, il va pas refuser, on ne sait pas trop, il a sans doute été peut-être un petit peu testé. Mais lui, il va rejoindre l'équipe de France amateur pour aller jouer les Jeux Olympiques de Rome en 1960. Donc il y a quand même quelques joueurs qui plus ou moins vont jouer la montre. Voilà. Mais c'est vrai que le courage des premiers, il faut quand même le rappeler. Et moi j'ai un petit mot parce que Moustapha Zitouni, j'ai pas pu le rencontrer parce que en fait il a eu la maladie d'Alzheimer, comme beaucoup d'anciens footballeurs en gros. Et en fait il a été abandonné, en fait, il faut le dire, par l'État algérien, qui lui avait donné un poste comme chef d'escale à Air Algérie. Après, vous savez, il y a eu la décennie noire, et donc l'aéroport plus ou moins fermé, etc. Et puis qui a fini sa vie, je vous l'ai dit, international français, l'un des plus grands joueurs de l'AS Monaco, qui a fini sa vie dans un 3 pièces à Nice. Et c'est il y a une dizaine d'années, des joueurs, des Algériens du sud de la France, de Marseille, qui ont organisé un tournoi de futsal pour essayer de récupérer un peu quelques fonds. Et pas de bol en fait, parce qu'il est décédé en 2013, et il est décédé le même jour que la légende Eusebio. Donc personne n'en a parlé. Donc voilà, moi c'est vrai que ça a été un regret de ne pas l'avoir rencontré, mais malgré tout, on le voit dans un documentaire. Je vous ai dit qu'il y avait des livres sur l'équipe du FLN, mais il y a aussi des documentaires, notamment de Djemaï Chir, La mémoire retrouvée sur l'équipe du FLN, et il dit qu'il y a quelque chose d'important. Il nous dit quelque chose sur le degré de menace qu'il pouvait avoir sur ces joueurs qui refusaient. Et lui, il le dit, en gros, je suis parti, mais à l'époque, le FLN ne rigolait pas, et en gros, j'avais peur de me faire, je cite, de me faire abattre comme un chien à la sortie du stade. Donc il y avait quand même cette menace. Il y a des joueurs qui se faisaient aussi plus ou moins racketter, qui ne sont pas partis, mais qui se faisaient aussi plus ou moins racketter par le FLN. Donc à un moment où, on le rappelait tout à l'heure avec Pierre-Régis Dupuis aux archives municipales, où les tensions entre FLN et l'autre mouvement indépendantiste MNA, c'est ça, il y a eu plus de 10 000 morts en métropole. Même en France, ouais, tout à fait. même en France. C'est ce que je dis, 10 000 morts en métropole. Notamment dans le Nord, ici, il y en a une cinquantaine. Oui. Donc voilà. Donc je me tiens à votre disposition. Si vous voulez qu'on parle peut-être des générations plus récentes. En tout cas, merci. Ouais. Zitouni en 62
il rentre en France ou il reste en Algérie? Non, Zitouni, pendant son séjour à Tunis, en fait, il s'est formé au métier d'entraîneur. Il a fait des stages, je crois, en Tunisie, aussi dans les pays de l'Est, il me semble. Hein. Et en 62, lui, il est né en 27. Il a 35 ans. Passé lui aussi par le bataillon de Joinville, avant le Mekloufi. Lui décide, je crois, d'entraîner tout de suite, d'entraîner en Algérie. Mais pour beaucoup de joueurs, ça a été un échec en fait d'entraîner en Algérie, parce qu'ils ont eu beaucoup de désillusions. Chérif Oudjami, Ahmed Oudjami, deuxième erreur, le passage de Chérif, dans les années 68, il retourne, 66, il retourne en Algérie pour tenter de prendre un club, et il reste 6 mois. Il voit quoi? Il voit le clientélisme, il voit la corruption des arbitres, il voit le clientélisme des journalistes, il voit des stades qui ne sont pas au niveau, il voit des joueurs qui ne veulent pas travailler, etc. Puis, il y avait des priorités politiques à cette époque, même si le sport n'était pas la priorité. Quoi. Moi je me souviens, j'étais jeune après la guerre d'Algérie, mais bon, c'était la révolution agraire, c'était la santé, c'était des choses très... Alors, ils ouvraient des usines à quantité, les Russes avaient construit des usines, donc le sport, ça venait après, quoi. Donc, ouais. Voilà, c'est venu après, hein, c'est venu surtout dans les années 70. C'est venu aussi dans les années 70, mais ça, c'est un autre, la structuration du football, avec des anciens joueurs comme Rachid Mekloufi, voilà. Mais voilà, si vous... L'alphabétisation, parce que moi je me souviens qu'il y avait des classes, les enfants avaient des cours le matin, d'autres l'après-midi, 3 heures simplement, pour pouvoir justement alphabétiser les enfants, parce qu'ils n'étaient pas du tout, enfin, dans certains endroits, par les grandes villes, ils n'étaient pas du tout alphabétisés par la France. Enfin, moi j'ai des souvenirs comme ça, quoi. Ouais, donc il y avait des choses qui étaient prioritaires, quoi, et donc on dégageait les choses qui ne sont pas prioritaires. Le sport. Je crois qu'il y a une question là-bas, puis je propose que ce soit peut-être la dernière. Je vous laisse voir. Vous avez dit que Mekloufi, il n'était pas du tout politisé, et donc il est parti quand même, et du coup il est parti un peu dans quel état d'esprit? C'est-à-dire c'était plutôt par crainte, ou il a été convaincu, il a été endoctriné, Non, c'est... Alors, moi, je crois qu'il a politisé sa décision. Alors, quand je dis politisé, attention. Dans la préface d'un ouvrage sur l'équipe du FLN, Rachid Mekloufi, dans une préface, excusez-moi, explique « Nous ne pouvons pas être insensibles à ce qui se passe autour de nous, les discriminations que nous vivions, nos familles, nos cousins, nos frères, nos parents, etc. » Mais il ne faisait pas partie, il n'était pas militant sur place. D'accord ? Il était trop jeune. Enfin, même s'il y a des joueurs qui, plus ou moins, m'ont dit, est-ce vrai, je ne sais pas, qu'ils avaient un petit peu fait partir de porter quelques valises, etc. Il suit cette aventure parce qu'il est encore jeune, insouciant, mais surtout parce qu'il a confiance dans les deux, ça c'est ce qu'il m'a dit, dans les deux personnes qui viennent le voir. Ce sont deux joueurs qui sont ses aînés, qui viennent de la même ville que lui. C'est Mokhtar Haribi et le Lyonnais, Hamid Kermali, que j'ai rencontré à cette. Et c'est comme ça en fait. Et puis il part dans l'aventure, et puis il m'explique que l'ambiance dans la voiture quand il passe la douane, donc elle est une bonne enfant, c'est joyeux, ils écoutent la radio, ils rigolent, le Kermali c'est un bout en train extraordinaire. Il sort vite de l'hôpital, sa fracture. Et donc, non, il y a une forme d'insouciance, de courage, de détermination, et puis de confiance peut-être aussi. Mais ce que je n'ai pas dit, et je le raconte un peu dans mon bouquin, c'est que quand ils arrivent à Tunis, on va remontrer cette photo-là, ils marchent dans les rues de la Casbah à Tunis parce qu'en fait ils sont un peu perdus. Pourquoi ? Ils arrivent à Tunis en avril 58, ils prennent l'avion, et en fait personne ne les attend. Ils arrivent à l'hôtel Majestic, personne n'attend ces joueurs. Donc ils vont voir donc je leur raconte le sergent de la base du FLN, il fait non mais attendez les gars, il y a déjà une équipe qui est déjà en tournée de propagande, c'est l'équipe de la LN, vous avez. Donc là c'est la stupéfaction. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Est-ce qu'ils doivent rentrer dans leur club, quelque part la queue entre les jambes en s'excusant,
est-ce qu'ils doivent rester? Ils ne savent plus quoi faire. Et comme Abdelaziz Bentifour, je vous l'ai dit, le Karim, le Nice, Monaco, le militant, il a joué au CS, au club sportif Amamif 10 ans avant, il connaît très bien Tunis. Il dit, bah les gars, on va se faire une promenade dans les rues de Tunis. On va se faire une promenade dans les rues de la Casbah. Et là, c'est là que les premiers journalistes de Paris Match commencent à les shooter, à les prendre en photo. Ça, c'est une photo de Paris Match que j'ai achetée. D'accord? Donc vous avez Kadour Bekloufi, je les ai tous rencontrés sauf un. Sauf deux, sauf trois, pardon. En fait, non, j'en ai pas rencontré deux. Kadour Bekloufi, non, parce que c'était moi. Kadour Bekloufi, AS Monaco. Abderrahmane Boubacar, Monaco. Zitouni, Monaco. Amar Ouai, Angers. Bentifour, international français. Nice, Monaco. Pardon. Et en fait, l'affaire, c'est d'abord une affaire médiatique. L'équipe, France Foot, ont médiatisé leur départ, et c'est là que le FLN va s'intéresser à eux et leur dire, bah ok, vous allez rester, on va essayer de s'organiser. Mais au début, c'est l'improvisation totale. Alors arrive. Et donc quand ils arrivent pour faire leur premier, là non, c'est en 59, pardon, voilà, donc progressivement il y a d'autres joueurs qui vont les rejoindre, et puis ils vont être une trentaine au final. Hein. Donc photo de la glorieuse équipe du FLN. Voilà. Voilà, donc juste pour finir, déjà je voudrais encore vous remercier, vous dire que bon, le bouquin j'en ai parlé, j'ai créé une chaîne YouTube gratuite qui s'appelle Temps de Sport, où j'ai interviewé, donc c'est Temps de Sport, c'est la première chaîne d'histoire du sport, elle est à destination surtout de mes étudiants en faculté des sports, mais j'ai fait beaucoup de portraits d'anciens joueurs algériens. Donc il y en a un notamment un joueur de Annaba que je n'avais pas rencontré pendant ma thèse, qui s'appelle Madani Bentahar, et qui a joué à Aix-en-Provence, etc., qui a fait une belle carrière aussi. Et donc il y a une vidéo de 10 minutes sur l'équipe du FLN, etc. Et elle s'appelle Temps de Sport. Donc si vous voulez vous abonner, c'est gratuit, la cloche. Et voilà. Je vous remercie. Sincèrement. Merci à toi, merci aussi à Laurent Philippe qui nous accueille pour cette conférence, parce que je trouve qu'il tout à l'heure de vous remercier, alors je le fais maintenant, merci beaucoup, et puis on peut poursuivre les échanges autour d'un buffet qui nous a été préparé par la masse, donc on peut discuter de façon un peu plus informelle maintenant. Merci. Il devait être obligé de temps en temps l'utiliser parce qu'il était sétif et sétif un pharmacien qu'on appelle le pharmacien, un dirigeant politique qui a beaucoup fonctionné sur cette île et beaucoup de gens témoignaient qu'en rentrant contre les nazis, ils sont venus en Algérie, leur famille n'avait aucun droit. C'est comme ça qu'ils se sont politisés. Donc, les sétifiens sont